Entre ombre et lumière, c'est ainsi que pourrait se résumer l'aventure franc-maçonne qui subsiste encore au cœur de Lyon. Bienfaiteurs, alchimistes, hérétiques, prophètes d'une nouvelle église, les francs-maçons sont auréolés d'une aura de mystère, de science occulte. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Et aujourd'hui, je vais vous parler des mystères de Lyon et de Jean-Baptiste Villermoz, franc-maçon et fondateur du rite écossais rectifié. 1785, montée de Croix-Rousse. Cela fait plusieurs mois que des rites étranges ont lieu au cœur d'appartements bourgeois lyonnais. Le baquet magnétique de Mesmer, rempli d'eau, de limailles de fer, de verres pilés, de bouteilles et d'aimants comptent parmi eux. On croyait alors qu'en plongeant un malade dans ce liquide, on pourrait manipuler le fluide magnétique universel qui guérirait tous ses maux. L'un de ces praticiens fameux fut Jean-Baptiste Villermoz, grand théoricien de la chose franc-maçonne et partisan d'un spiritisme décomplexé. Le fondateur du rite écossais rectifié, mouvement dissident des grandes loges classiques, observe ses serviteurs éponger un vieillard sortant du baquet dans lequel ses amis et lui l'avaient placé avant de psalmodier des mots tirés de traités anciens et de lui promettre un prompt rétablissement. Le vieil homme lui serre chaleureusement la main, sentant déjà ses rhumatismes et autres petits soucis de la vie aller mieux. Les pages raccompagnent le roturier incrédule et les premiers rafraîchissements passent de main en main. L'alcool n'est pas de la partie, vertu oblige, pourtant Jean-Baptiste lève son verre et tous se taisent dans l'attente d'un toast. Le maître franc-maçon ne se fait pas prier. Frères et sœurs, ce soir est une nouvelle preuve que nous nous rapprochons de Dieu. L'Église et ses prêtres ne servent plus le Tout-Puissant. Ils ont oublié leur puissance dans leurs beaux vêtements. Les règles que nous suivons tous confèrent une sagesse dont ils sont dénués. Ils ont perdu le pauvre et le malade à leur cause, là où nous leur offrons le réconfort. Nous cherchons plus que de simples connaissances ou de vaines spéculations. Nous aspirons à transcender le monde matériel, à atteindre les hauteurs de la vertu morale et de la bienfaisance. Ces principes ne sont pas de simples idéaux abstraits, mais plutôt des guides qui orientent notre conduite dans le vaste labyrinthe de la vie. Et je puis vous affirmer que notre exploration de l'esprit et de l'alchimie touche à son but. « Jean-Baptiste, qu'avez-vous découvert ?» crie un des plus jeunes afin de couvrir le brouhaha qui monte dans l'assistance. Peu osent encore mentionner la pierre, la fameuse pierre philosophale, capable de changer les fluides en or et de se rapprocher du savoir divin. En effet, Nicolas Flamel a disparu dans d'étranges circonstances. Dieu me parle, mes frères et sœurs. Jean-Baptiste, de nature réservée, savoure pourtant son petit effet. Les francs-maçons, choqués, posent mille et une questions, l'empêchant de terminer son discours. Si un maître comme Jean-Baptiste Villermoz se permet de tels mots, c'est qu'il a sûrement fait une découverte sans précédent. Ou que quelque chose d'extraordinaire lui est arrivé. Le rite est très clair à ce sujet. Depuis les multiples ajouts de Jean-Baptiste à la pensée franc-maçonne, tous, sans exception, croient que la véritable nature des choses apparaîtra à celui dont la vertu morale sera la plus haute. Assez, mes amis. Je vous en parlerai quand tout sera consigné. Tout ce que je peux vous dire est que j'ai reçu la visite d'un agent inconnu qui m'a dévoilé de grandes choses. Les plans de Dieu sont à notre portée. À présent, laissez-moi !» Sans autre cérémonie, il chasse ses compagnons repoussés par des serviteurs zélés. Le commandeur des chevaliers de Malte, Alexandre de Monspey, est le dernier à sortir. Villermoz le rattrape, un carnet froissé par l'usage à la main. « Alexandre, attendez mon ami !»« Les carnets vous plaisent alors ?» demanda Alexandre, un léger sourire aux lèvres. « Je n'ai jamais vu ça, Alexandre. Votre intermédiaire doit m'en fournir davantage. Ce sont les mots de Dieu et du monde que j'y lis. Merci mille fois. Je sens que nous pourrons bientôt décrire le paradis et définir les nouvelles lois divines. » De miraculeuses missives venues du ciel, en effet, Jean-Baptiste. En effet. 1788. Cela fait presque 3 ans que Jean-Baptiste Villermoz ne sort plus et délaisse son rôle de grand magnétiseur et de maître de sa loge franc-maçonne. Il se fait aigri depuis quelque temps, dans l'attente de la visite de l'homme en noir. Ce dernier, à des intervalles bien trop irréguliers au goût de Jean-Baptiste, lui apporte les carnets. « Tu as pris goût à l'effet vertigineux que produit la lecture de ces écritures » le sermonne parfois sa jeune femme, Jeanne-Marie. Mais les mots de sa femme sont sans effet. Le fil de ses carnets croise sans s'arrêter les domaines les plus variés. Histoire des ordres monastiques, religion, éducation, relations hommes-femmes, justice, médecine, anatomie, botanique. À chaque fois, Jean-Baptiste ressort hébété de sa lecture, riche de mots inconnus comme Uriel ou Locke et d'une architecture de pensée nouvelle. Jamais autant de systèmes, jamais autant de théories sur l'univers ne sont apparus qu'au cours de ces dernières années, lui répond toujours son mari. Cependant, les derniers mots du carnet précédent lui sont restés en mémoire. Je mets mon espoir en inconnu travail où je ne sais jamais un mot que lorsque je l'ai tracé. Ce n'est à rien d'y comprendre. Plusieurs fois, Jean-Baptiste s'est pris à douter de la santé mentale du rapporteur des mots écrits, parfois brutalement sur les petites pages de ses carnets en cuir bleu. Et cette fois, des gouttes de sang accompagnaient ces derniers mots. On toque soudain à la porte. Villermoz bouscule sa domesticité et ouvre à un charmant gentilhomme en noir.
le même que la dernière fois. Comme à chaque fois, ce dernier ne dit mot. Il tend simplement d'une main mollassonne un petit carnet bleu. Le maître en franc-maçon lui tend un louis d'or, et l'homme en noir hoche la tête, saisit la récompense de sa course, et quitte silencieusement les lieux. Jean-Baptiste compte jusqu'à 10, avant de rouvrir doucement la porte. Puis se précipite à la poursuite du coursier. Il en a assez de rencontrer ce garçon de course silencieux. Il veut voir l'agent inconnu de ses yeux. Il quitte sa jolie bâtisse et longe la rue des Fantasques. La bise, charriée par le Rhône, lui fouette le visage et emporte avec elle les effluves nauséabondes du crottin de cheval et des carrosses des bourgeois. L'homme en noir marche tranquillement le long de la berge, évitant les ouvriers, préparant les péniches pour le lendemain. Il prend la route du nord. Malgré des souliers plus propres à une marche citadine, Villermoz le suit, sur les pavés difficiles de la route royale. Le jeune messager ne regarde jamais en arrière. Nerveux, le franc-maçon se laisse gagner par le doute quand le crépuscule pointe le bout de son nez. Mais le ciel se pare alors des lumières orangées de l'astre solaire, et Villermoz est rassénéré par cette pensée. C'est une belle lumière pour faire la rencontre de Dieu. Fatigué, il paye un paysan pour monter sur sa charrette, se doutant de la destination du jeune garçon, qui devait bien dormir quelque part à la nuit tombée. La charrette s'arrête à Villefranche-sur-Saône, à 100 mètres des deux coches sur le point de partir, en face de la vieille caserne de pompiers. Le maître franc-maçon accourt quand il voit le messager monter dans le premier, qui démarre. Il apostrophe alors le deuxième cocher, qui termine de monter les bagages d'une dame et de sa servante. « L'ami, où va ce coche ?»« Là où je vais, seigneur. Nous ne nous arrêterons pas avant notre destination. Les jacqueries se multiplient. »« Ça ne me dit toujours pas où vous allez. »« À Remiremont, dans les Vosges. » Soufflé, Jean-Baptiste se reprend vite. « Vendu, l'ami. Amène-moi là-bas et tu auras de l'or. Ce n'est pas cher payé pour rencontrer Dieu. » Le cocher sourit, inconscient du sens caché des mots du bourgeois. Le voyage se déroule sans encombre. Villermoz passe quelque temps à discuter avec la dame qui fait le trajet avec lui. Elle rejoint les sœurs dans l'attente des mots de son père, un baron quelconque qui préfère la mettre en sûreté depuis les troubles qui saisissent la France. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert n'aide pas, répète souvent la jeune fille. Villermoz n'en dit rien, mais il a aidé les deux hommes à rédiger leur écrit, qui secoue le royaume depuis plus de 10 ans, en révolutionnant les sciences et la manière de penser la société. Après plusieurs jours de route, le coche arrive devant la belle abbaye de Remiremont. Le premier coche stationne plus loin, les chevaux déjà choyés par les sœurs et libérés de leur harnachement. Villermoz salue bien bas la dame, puis se rend auprès de la première sœur venue. Il s'enquiert d'un beau jeune homme tout vêtu de noir. Le rouge aux joues, elle lui indique la chambre de la chanoinesse, Madame de Vallière. Le visage de Dieu serait donc celui d'une femme ? Inquiet par cette nouvelle qui viendrait chambouler tout son ordre bourgeois, il se rend auprès de la dite porte, et avant d'hésiter à entrer, il toque quelques coups fébriles. « Entrez !» lui répond la voix enrouée d'une femme. Madame de Vallière est toujours au lit. Assis près d'elle, le jeune homme en noir, et le vieil ami de Villermoz, Alexandre de Monspey. Pâle, Villermoz reconnaît la jeune femme pour l'avoir déjà vue, et la ressemblance ne trompe pas. Madame de Vallière n'est autre que Marie-Louise de Monspey, la sœur d'Alexandre. « Qu'est-ce donc que cette histoire ?» Jean-Baptiste, Expliquez-vous, Alexandre, hurle le franc-maçon, jetant à la figure de la jeune femme le carnet qu'il a serré contre son cœur durant tout le trajet, refusant de l'ouvrir devant la jeune femme, qui voulait se faire bonne sœur par ordre de son père baron. Le jeune homme en noir serre tendrement la main de Marie-Louise, terrifiée devant la colère du bourgeois, et comprenant les implications de la présence du carnet dans ses mains. « L'agent inconnu parle à ma sœur, voilà tout !» Comment ? La question est posée dans un murmure, comme si toute l'énergie du pauvre homme l'avait quitté en même temps que l'espoir de rencontrer Dieu. J'ai des visions, annonce Marie-Louise. Comment ? Fut la seule réponse que put apporter à nouveau Jean-Baptiste, sentant le monde s'effondrer autour de lui. Elles me prennent soudainement, je ne saurais les expliquer. Il m'a montré le paradis et les enfers. Moi, je saurais les expliquer, madame. Sous l'encens et la lavande que je sens dans votre chambre, je sens les relents de pavots et de substances de ma connaissance. Jean-Baptiste, enfin ! S'emporte finalement le commandeur des chevaliers de Malte. Je ne peux accepter ce que vous insinuez sur les propos de ma sœur. Tout est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux, comme je vous vois. Jean-Baptiste avait déjà eu affaire à ce genre de cas, lors de ses séances de spiritisme. Pour beaucoup, il ne s'agit que de simulacres, de parodies messianiques dignes des amuseurs de rue, répétant un texte bien rodé. Amer, il détourne le regard, et le dos tourné, il répond au défi de son ami, frère de loge. Je vous ferai parvenir les carnets par voie postale, commandeur. Alors qu'il passait le pas de la porte, la voix de Marie-Louise se fit entendre distinctement, sombre et déformée. Dans 1 an, jour pour jour, l'apocalypse débutera, et les justes devront se cacher. Cette rencontre eut lieu le 14 juillet 1788. 1 an plus tard, des émeutiers prirent la Bastille, marquant la fin d'une ère. Louis-Claude de Saint-Martin, célèbre illuministe et connaissance de Villermoz, la décrivit en ces termes.
La Révolution française, miniature du jugement dernier, est un avertissement envoyé par la Providence pour punir la décadence des trônes et des autels, et retrouver en Dieu la source de toute sagesse politique et sociale. Inquiété par la terreur, Villermoz dut fuir Lyon pendant des années, se remémorant chaque jour cette voix dont il était fermement convaincu qu'elle n'était plus à Marie-Louise de Monspey dans cette chambre, mais appartenait à une entité bien plus puissante et immortelle. Sous le consulat, il lui fut permis de revenir. Le premier consul, Napoléon Bonaparte, lui octroya la charge de conseiller régional du département, en souvenir de sa bienfaisance et de sa réputation parmi les grands de ce monde. Pendant 24 ans, jusqu'au soir de sa mort, il batailla avec le commandeur Alexandre de Monspey afin de récupérer les carnets écrits de la main de sa sœur. Fou de rage, en 1788, il avait adjoint cette note, avec la malle remplie de carnets usés contenant les écrits de Marie-Louise. Ainsi les mots de Dieu nous restent inaccessibles. J'ai noté toutes les soi-disant prophéties de votre folle de sœur. Que l'une d'elles se réalise, et le doute sera permis. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de la saison 2 de Légendes de France. J'espère qu'il vous a plu. Les épisodes à venir seront entièrement tournés sur la ville de Lyon, mais n'hésitez pas à découvrir d'autres contes régionaux de l'émission. N'oubliez pas de vous abonner et de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast pour plus de contenu de ce genre. Les 5 étoiles sont très importantes pour le référencement. A plus tard.